l'arrivée de Harbaugh est quelqu'un qui vraiment lui fasse confiance parce qu'il a passé les 5 ou 7 premières années de sa carrière à changer d'offensive coordinateur quasiment chaque année. Et voilà, pour le développement d'un joueur, c'est des conditions qui sont impossibles. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les semaines pour notre podcast du milieu de semaine en ce jeudi pour parler d'un thème qui a ravi tous mes consultants quand je leur en ai parlé. Je vais commencer par vous présenter les consultants et puis on fera le thème après. Aujourd'hui, on est avec Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, bonsoir à tous les free agents qui ont signé des contrats bien juteux. Écoute, jusque-là ça va, c'est quand on va attaquer le thème de la soirée que ça va aller un peu moins bien pour mon moral. Moi je pense que vous saisissez Et on est l'image. avec Je Arthur. pense que... Salut Arthur, comment ça va? Salut Flav, salut Seb, bienvenue à toutes et à tous dans le jeudi de la déprime. Installez-vous bien et profitez de cette, on va dire, heure de podcast. Bah, en même temps, on va dire que c'est thématique, puisque comme on a eu un Monday Night Football particulièrement déprimant, on n'a pas envie de remonter le moral tout de suite à tous ceux qui aiment la NFL. On se dit, bon, on va avoir une super semaine 13 avec les Eagles, les 49ers, tout ça, tout ça. Bon, restons un peu dans la déprime, hein. Le temps est maussade, enfin chez moi, mais bon, dans le Surtout Nord, qu'on ça y est est. toujours un peu maussade. Mais voilà, on va rester grosso modo dans cette déprime latente. Et on va donc parler des quarterbacks particulièrement déprimants cette saison. Ceux qu'on attend. Alors, on ne les attendait pas tous, parce que vous allez voir que dans notre liste, il n'y a pas que des titulaires. Il y en a un notamment qui a été propulsé sur le devant de la scène, qui ne devait peut-être pas l'être normalement cette saison. Mais bon, en règle générale, des quarterbacks plutôt titulaires, qui ont mis leur équipe plutôt dans les bas-fonds de la ligue, voire qui ont complètement été remplacés. Ce sera un petit peu notre thème de la soirée, à savoir est-ce que ces quarterbacks vont réussir à rebondir, ici ou ailleurs, qu'est-ce qui leur a manqué cette saison pour réussir. C'est l'heure de lancer le podcast sur les QB de la déprime. C'est un peu ça, hein, la thématique. C'est ça, c'est peut-être... Ah non, les QB de l'angoisse, t'as noté ça Les comment? QB de l'angoisse, voilà, moi j'appelle ça les QB de l'angoisse. Fais-en ce que tu veux, je te le donne. Voilà, on va appeler ça comme ça. On va renommer ce podcast les quarterbacks de l'angoisse. On commence par un quarterback qui a été relativement angoissant à l'image de sa franchise cette saison. On aurait dû le faire à Halloween, ce podcast, les QB de l'angoisse. C'est Matt Jones. Matt Jones avec les Patriots, hein, donc un bilan largement négatif, 2 victoires, 9 défaites. Arthur, tiens, je vais commencer par toi. Qu'est-ce qui a manqué à Matt Jones dans cette saison pour être performant? Moi, j'ai envie de Du dire de la talent? confiance. Comment? J'ai envie de Je dire de disais la du talent confiance en soi. peut-être. Oui, de la confiance en soi, mais surtout du talent, parce que là, voilà, tu regardes les stats, c'est pas ouf. C'est vraiment, par exemple, 10 touchdowns, 12 interceptions pour 2120 yards. C'est pas la meilleure saison. J'ai notamment en tête le dernier match face aux Giants où c'est l'écroulement total. C'est 2 interceptions en première mi-temps avec un score de match type Giants-Patriots. Donc franchement, c'est rien qui va. Alors contre les Giants, c'est même 89 yards, 12 sur 21 à la passe, 89 yards, 2 interceptions, aucun touchdown, hein. C'est voilà. Ça c'est pour Ouais. le bilan du bonhomme. C'est quand même Matt Jones, il a été benché 4 fois cette saison, Seb. C'est quand même une saison cauchemardesque pour le quarterback des Patriots. C'est une saison cauchemardesque pour lui, c'est une saison cauchemardesque pour les Patriots. Alors, je vais essayer de donner quand même un petit peu de contexte à tout ça. Déjà, de qui on parle? Max Jones, c'est un ancien first round. Il a été 15e pick quand il a été drafté il y a 3 ans. Il faut garder en tête qu'en 3 saisons, il a connu 3 offensive coordinateurs différents. Il y a Josh McDaniels, il y a Matt Mm. Patricia, et là, il y a Bill O'Brien. C'est jamais facile de développer un jeune joueur dans ces conditions. Mais je pense que moi, j'ai envie d'ouvrir un peu d'élargir un petit peu le sujet. Je pense qu'il y a un problème
à New England parce que j'ai lu, comme je te le disais en off, un article très intéressant du Boston Herald sur Mac Jones et un peu sa chute aux Patriots. C'est que en interne, Bill Belichick et son entourage sont restés bloqués dans l'ère Brady. Enfin, ils n'ont jamais préparé le post-Brady, ils n'ont jamais voulu croire en une ère post-Brady. Et pour eux, ce qui fonctionnait, ce qui doit fonctionner, c'est pas le joueur, c'est le système. Et donc, ils étaient persuadés qu'avec Mac Jones et le système, ça allait de toute façon marcher, à tel point que en février 2022, ils ont fait une sorte d'audit sportif en interne, et la conclusion, c'est qu'ils se voyaient comme proches d'être contenders. Donc, il y a quand même un problème de réalité, de principe de réalité au sein de ce club. Et puis après, si on doit parler du joueur lui-même, ce qui lui est effectivement reproché, c'est son footwork, c'est le fait parmi ses fondamentaux, il baisse les yeux dès que la pression arrive. D'un autre côté, vu la façon dont il est protégé, ça m'étonne pas vraiment. Et après, en termes de comportement, ce qui est très étrange, c'est qu'il y a plein d'échos différents. Il y a certains insiders qui disent qu'il serait immature face à l'adversité et qu'il serait, comment dire, bratty, c'est-à-dire un petit peu tête à claque. Et ses coéquipiers, en revanche, qui disent que c'est un type normal, qui fait des efforts pour se connecter à ses collègues en dehors du vestiaire, qui travaille énormément. C'est vrai qu'apparemment, il passe beaucoup de temps à Gillette Stadium. Il travaille beaucoup. Donc, compliqué de savoir quelles sont les véritables, les véritables raisons. Je pense qu'il n'y a pas qu'une raison, il y en a plein dans le cas de Mac Jones. Et l'une d'entre elles était sans doute que le système Patriot s'est vu trop beau et a refusé de croire que, en fait, voilà, ils ne se sont pas rendus compte que Tom Brady, c'était un moteur du système, et eux, ils recherchaient un rouage. Et Mac Jones, c'est un rouage, et c'est un rouage avec lequel ça marche pas. Le cabinet qui a fait l'audit sportif des Patriots, j'espère qu'ils vont pas le rembaucher par contre, parce que J'espère si surtout tu qu'ils se veux, sont fait c'est un rembourser la cabinet de prestation. conseil. Parce que bon, là, il y a eu un gros problème, là, hein, il y a eu un truc qui a pas marché. Quelque chose qui m'inquiète, moi, pour Matt Jones, c'est sa progression, si j'ose dire. Son évolution, devrais-je dire plutôt. Parce que on est quand même sur... Oui, ben, vas-y Arthur, tu voulais ajouter quelque chose. J'ai envie de rajouter quelque chose, surtout sur ce que Seb il a dit sur le post-Brady. Au début, ça a marché. Enfin, il y avait 2021, c'est une saison à 17. Après, la saison dernière, on a été à 8-9 pour les Patriots. Mais cette saison, c'est beaucoup moins, entre guillemets, régulier. Là, on est à 2-9. Ça va aller jouer un des premiers pics de Enfin, c'est draft. régulier, mais pas dans le bon sens. Ouais, Ils sont réguliers. enfin, par rapport à la Ils sont saison dernière, là, régulièrement mauvais. c'est catastrophique. Du coup, il y a sûrement de la faute de Mac Jones, ça, parce que c'est forcément, mais après, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'équipe, elle ne marche pas, et surtout aussi Mac Jones. Donc, je pense parce que forcément, la saison, enfin, pour 2024, ils vont avoir un très bon pic de draft. Et je pense que si la franchise réfléchit bien, ça va commencer une reconstruction à partir de là, normalement. On va en parler à la fin de ce petit Ouais. passage sur l'avenir de Matt Jones et forcément des Patriots. Juste, je reviens sur mon idée d'évolution. Donc, tu l'as dit, les Patriots étaient à 17 et avec Matt Jones en 2021, 67,6% de passes complétées, 22 touchdowns, 13 interceptions. En passe moyenne, en yards moyen par passe, 7,3 yards moyen par passe. 2022, il a un bilan de 6 victoires, 8 défaites, parce qu'il n'a pas joué tous les matchs. 65,2% de passes complétées, donc il perd déjà 2 points. 14 touchdowns, 11 interceptions, on se rapproche presque de l'égalité entre le touchdown et l'interception, et on n'est plus qu'à 6,8 yards par passe. Et cette année, donc on est à 2,9, 64,9% de passes complétées, 10 touchdowns, 12 interceptions, et seulement 6,1 yards par passe complétée. Ça va de mal en pis. Est-ce qu'on peut, Seb, se dire que il peut rebondir encore Matt Jones, ou est-ce que comme certains le disent, et notamment chez les Patriots, peut-être qu'il est tout simplement pas fait pour la NFL et que c'est peut-être l'un des derniers matchs de sa carrière qu'on a vu ce dimanche.
S'il devait rebondir, je ne le vois pas le faire dans un environnement comme celui des Patriots. Tiens, d'ailleurs, pour répondre à l'interrogation d'Arthur, là, chez nos amis de Tankathon, les Patriots, là, en ce moment, ils ont le 3e pick. Hein. Et ils visent un quarterback. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, plus sérieusement, s'il devait rebondir, je ne vois pas comment il peut le faire dans un environnement comme celui des Patriots. Parce que pour ajouter un petit peu d'eau à mon moulin, quels efforts ont été faits par l'organisation pour lui fournir des playmakers? Là, en ce moment, en attaque, c'est qui les playmakers? Vous êtes capable de me citer les playmakers des Patriots? Des joueurs On en peut citer offense? leurs receveurs et tout, mais pas les playmakers. Voilà. J'ai l'impression. Alors, ouais, bon, ils ont fait venir Ezekiel Elliott. Bah, magnifique. Ezekiel Elliott, 377 yards en 95 portées. Super. Donc, autant dire qu'ils ont fait venir, ils ont fait venir l'ombre d'Ezekiel Elliott. Mais je n'ai pas vu d'effort de construction autour de Mac Jones, d'essayer de lui donner des armes, ne serait-ce que de le protéger. Il a une O-line qui a un protection rate de 44%. Donc ça veut dire que le reste du temps, c'est-à-dire 56% du temps, Mac Jones il craint pour sa vie. Ça fait beaucoup sur tout un match et sur toute une saison. Ça fait beaucoup. Donc si il devait rebondir, ça peut pas être aux Patriots. Je pense qu'il a quand même une chance s'il devait partir la saison prochaine, de se trouver un poste de backup. Il a que je rappelle juste à cet instant-là son contrat à Matt Jones. Il est donc sur un contrat de 4 ans, pleine garantie de 15 504 352 $ très précisément. Il en a déjà pris pas mal. Hein. Il reste en gros pour la saison prochaine, la 2024, un salaire garanti de 2 millions à peu près 800 000. 2 785 000 précisément. Ce salaire-là, c'est quand même pas rien, tu vois, pour un QB backup, c'est quand même pas, c'est pas rien non plus. Donc, si on ne voit pas rester aux Patriots, qui est-ce que ça va pouvoir intéresser, quoi? Voilà, alors, c'était la deuxième partie de mon argumentation. Effectivement, avec un contrat pareil, difficile de savoir qui prendrait un backup pour 2 millions de dollars. Moi, je pense que c'est l'échec, ce joueur, si on peut parler d'échec au point où on en est, c'est l'échec d'une franchise. C'est l'échec d'une franchise qui n'a pas su construire autour. C'est l'échec d'une franchise qui n'a pas su lui donner d'armes. Alors que pourtant, les Patriots avaient du cap à dépenser, hein, si ma mémoire est bonne, au début de la saison. Et effectivement, pour lui, ça va être très compliqué de trouver, à moins qu'il y ait vraiment une équipe en besoin de quarterback qui ne trouve pas satisfaction à la draft ou sur le marché de la free agency et qui décide de le faire venir. Des équipes en recherche de quarterback, il va y en avoir. Hein. Il y en a déjà d'ailleurs. Et moi, c'est ce que j'ai lu sur l'avenir des Patriots, étant parlé de leur 3e choix actuel à la draft. Ce qui se profile, ce serait qu'ils choisissent un nouveau quarterback lors de la draft 2024. Alors, se murmurent les noms notamment de Drake May de North Carolina ou pourquoi pas de Jaden Daniels de LSU. Et avec ce jeune quarterback, qu'ils mettraient derrière un quarterback expérimenté free agent qui serait allé chercher. Dans ce cas-là, on est d'accord que ça laisse plus de place à Matt Jones. On est bien d'accord là-dessus. Ah non, s'il draft un quarterback, de toute façon, sans même parler de la free agency, s'il draft un quarterback, le message il est clair. Hein. Ça veut dire c'est mort. Le problème, c'est que, vous l'avez dit, avec le contrat, ça bloque les portes. Parce que je pense honnêtement qu'il a l'étoffe pour être au moins un quarterback backup. Mais le problème, c'est qu'il va falloir investir dans le jeune homme. Ouais, quasiment 3 millions. Ça a quand même pas l'air d'être. Ouais.
Et puis investir dans le jeune homme, ça n'a pas l'air d'être comment dire ça n'a pas l'air d'être la politique du club ces 3 dernières années, Oui, si tu vois ce que je veux dire. oui, totalement. Ça, c'est clair. Donc, pour vous, on est d'accord, Arthur comme Seb, les Patriots vont tourner la page Matt Jones à la fin de la saison 2024. Ou Matt Jones va tourner la page Patriots, c'est comme C'est obligé, sinon je comprends pas. Ouais. Là, ce serait très très étrange. Ce serait très étrange. Parce que même en changeant le coaching staff, un quatrième coach de position ou offensive coordinator en 4 ans, ça devient compliqué. Hein. Après, je parle quelque part d'expérience parce que à San Francisco, on a connu ça avec Alex quand t'avais Smith, qui joué. le pauvre a T'allais nous connu dire que t'avais 5 ou connu 6. 4 coordinateurs offensifs. C'est la même. Oui, j'en ai connu, oh là là, si tu savais. Mais voilà, aux Niners avec Alex Smith, il a fallu attendre l'arrivée de Harbaugh et quelqu'un qui vraiment lui fasse confiance parce qu'il a passé les, je sais plus, 5 ou 7 premières années de sa carrière à changer d'offensive coordinator quasiment chaque année. Et voilà, pour le développement d'un joueur, c'est des conditions qui sont impossibles. C'est des conditions qui sont impossibles. Ouais. On passe à un autre cas qui est parfaitement intéressant, particulièrement intéressant, c'est celui de Zach Wilson. Parce que celui-là, ça fait partie des cas, on va traiter quarterback titulaire, mais lui, il ne devait pas être titulaire en début de saison. On rappelle la situation, Aaron Rodgers était arrivé aux Jets, et logiquement, Zach Wilson était là dans un rôle de doublure derrière Aaron Rodgers. Oui, mais voilà, au bout de 3 jeux, on connaît tous l'histoire, ce fameux 12 septembre, Aaron Rodgers s'est rompu le tendon d'Achille. Et forcément, Zach Wilson a été propulsé sur le devant de la scène. Il en résulte une saison très difficile pour notre ami Zach Wilson, un bilan de 3 victoires, 6 défaites, un pourcentage de passes complétées de 59,2, 6 touchdowns, 7 interceptions. Sur les 6 derniers matchs, il n'a fait que 2 passes de touchdown, et encore, c'était des screen passes pour Brice Hall, qui a ensuite gagné le touchdown presque à lui tout seul. Bref, c'est une saison très très compliquée. Zach Wilson a finalement été benché et même renvoyé en QB3 derrière Tim Boyle et Trevor Siemian. Qu'est-ce qui fait que Zach Wilson n'était pas prêt, Arthur? Est-ce que, comme Robert Saleh l'a dit, c'est juste que cette année, normalement, aurait dû encore être une année d'apprentissage derrière Aaron Rodgers et qu'il n'est tout simplement pas prêt pour la NFL? Je pense que ouais, Robert Saleh, il a totalement raison parce que ça fait quand même 2 ans d'affilée que Zach Wilson, il se fait bench. Il est en train de perdre son rôle de titulaire. Enfin, même si là, il n'était pas titulaire de base, mais vous m'avez compris. Il faut rappeler qu'il a 24 ans et que oui, cette saison, elle a été vendue comme un apprentissage par Aaron Rodgers au fur et à mesure des matchs, des entraînements et tout. Mais Aaron Rodgers, ça fait 4 jeux cette saison. Donc forcément, il a été mis sur les devants de la scène alors qu'il n'était pas censé y être. Et on voit le résultat. Il a été capable de quelques coups d'éclat, je pense notamment face aux Chiefs, si je ne me trompe pas. Mais sinon, le reste de la saison, ça a été très 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 compliqué. Plus d'interceptions que de touchdowns, un rating désastreux. Ouais. Et le fait que, en plus de perdre son rôle de titulaire, Robert Saleh le met quarterback numéro 3, ça doit faire mal. Ça doit faire mal pour Zach Wilson et pour le mental. On peut imaginer, Seb, et on va déjà avancer un petit peu sur la question suivante, mais on peut imaginer que Aaron Rodgers va revenir la saison prochaine, tout porte à le croire, en tout cas. Après, comment il sera remis de sa blessure, ça c'est une autre question, mais tout porte à croire qu'il va du moins essayer. Est-ce que tu penses que les Jets vont continuer faire de l'année 2024 ce qui aurait dû être fait en 2023, à savoir mettre Zach Wilson derrière Aaron Rodgers pour qu'il puisse apprendre son rôle de quarterback partant? Alors, là aussi, j'ai essayé d'être un petit peu factuel et de voir l'image dans son ensemble. Et je vais reprendre une citation de Robert Saleh en novembre 2003 au sujet de Zach Wilson. Il a dit « I don't think he's a failure. I look it more as a series of unfortunate events ». Je traduis pour les non-anglophones. Comme dirait un célèbre président de la République, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais juste que ça n'a pas marché.
comme tu l'as dit, Zach Wilson, il n'était pas censé avoir le job. Il faut savoir que pour le faire venir, faut quand même se rappeler de certaines choses. Pour le faire venir, les Jets, ils trade up, ils trade up Sam Darnold notamment pour choisir Zach Wilson en second pick de la draft. Pourquoi? Parce que le general manager Joe Douglas, il est littéralement tombé amoureux de Zach Wilson. Il va même affirmer lors des meetings pré-draft qu'il est meilleur que Trevor Lawrence. Encore un audit qui s'est bien passé, ça. Encore un audit qui s'est bien passé. Parce que faut aussi garder en tête que Wilson, il a fait une bonne saison en NCAA à Brigham Young. C'est en 2020, et c'est une saison quand même très particulière, parce que c'est la saison du Covid. Donc ça veut dire notamment pas de public et des protocoles très particuliers. Il y a quelque chose qui devrait être un red flag pour un recruteur, c'est que à Brigham Young, il n'était pas capitaine de son équipe. Et ça, pour un quarterback en NCAA, c'est quand même pas courant. Donc, il y a vraiment eu un loupé lors de son évaluation. Lorsqu'il est arrivé au camp, il n'a pas été mis en compétition avec un vétéran ou avec un free agent. Non, on lui a littéralement donné le job d'entrée de jeu. Et ça n'a pas marché. Et effectivement, il s'est déjà fait bencher en faveur de Mike White à l'époque, en 2022. Mike White qui a dû quand même boire du petit lait à Thanksgiving quand il est entré sur le terrain de MetLife Stadium en Victory Formation. Ça, c'est tout à fait autre chose. Alors effectivement, il décide de ne pas tourner la page Wilson. Ils font venir Rodgers pour lui donner une opportunité d'apprendre. Et cette opportunité-là, effectivement, il ne l'a même pas eue. Moi, j'ai très très peur que Zach Wilson, ce soit une erreur de casting de la part des Jets et que ils veulent s'accrocher à leurs convictions. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils voient quelque chose en lui que moi je vois pas, ou alors ouais, voilà. Ou alors, Mike Lafleur et Joe Douglas, qui sont quand même les deux responsables de la venue de Zach Wilson, veulent pas perdre la face et ils s'accrochent, vaille que vaille, à cette hypothèse Zach Wilson. Je ne saurais même pas te dire si le fait de se retrouver derrière un futur Hall of Famer comme Aaron Rodgers, ça lui apportera quelque chose. Moi, je le vois vraiment comme une erreur de casting. Alors, les erreurs de casting, ça arrive en sport. Il y en a eu plein dans l'histoire. Mais celle-là, pour le club, peut-être pas dans l'histoire de la NFL ou dans l'esprit collectif dans quelques années, mais pour le club, ça restera un bust vu l'énergie que le front office et même les coachs ont mis à défendre ce joueur. Effectivement, c'est quand même un cas très particulier. Je rappelle quand même ses stats en carrière, parce qu'on parle de cette saison. Mais notre ami Zach Wilson, il n'a jamais fait une saison à plus de 60% de passes complétées. Jamais, jamais, jamais. Et encore, j'ai envie de dire, cette saison, c'est la meilleure avec 59,2. C'est quand même la meilleure. Et il n'a jamais eu un ratio TD-interception favorable. La première saison, il fait 9 touchdowns, 11 interceptions. La deuxième, 6 touchdowns, 7 interceptions, pardon. Et cette année, même ratio, 6 touchdowns, 7 interceptions. Il n'y a jamais eu plus de 60% de passes complétées et jamais un ratio favorable en TD-interception. C'est quand même assez incroyable au bout de 3 ans de quelqu'un qui, comme tu l'as rappelé, est quand même deuxième choix de draft. C'est pas, il n'a pas été choisi comme certains au 7e tour. Quoi. C'est le deuxième choix de la draft quand même. Ouais, c'est ça le pire. Pas rien. On place le bonhomme. Vas-y, mon Arthur. Parce que quand tu vois à la draft 2021, ce qu'ils auraient pu avoir, les Jets, tu te dis quand même que c'est du gâchis d'avoir pris Zach Wilson, parce que moi, je vais juste citer quelques noms. Ils auraient peut-être pu avoir Trey Lance, même si bon, aujourd'hui, c'est plus, c'est pas, voilà, il n'a pas eu sa chance. Et en receveur, ils auraient pu avoir. C'est pas sympa de rappeler Trey Lance à Seb. C'est moche. Ah, pourtant, moi, je l'aime bien, Trey Lance. Je l'aime bien, mais c'est dommage. Ah bah, t'es bien le seul. Peut-être, ouais. Malheureusement. Tu penses qu'ils auraient pu avoir. Bon, bref, on n'est pas là pour Trey Lance. Ils auraient pu aussi avoir Justin Fields, ce qui aurait pu donner autre chose à New York. Enfin, ils auraient pu avoir tellement de choix. Et c'est Zach Wilson. Et
je pense que Seb, tu as raison sur le fait de souligner que c'est quand même une belle erreur de casting pour un numéro 2 de la draft. Moi, je le vois comme ça, vraiment. Une erreur de casting. Alors, on parlait du contrat de Matt Jones tout à l'heure. On va parler un petit peu de celui de Zach Wilson. C'est un contrat de 35 millions, mais lui, il n'est pas pleinement garanti. Donc, c'est 35 millions garantis. Mais on a un salaire annuel un petit peu plus abordable que pour notre ami Matt Jones, puisqu'il n'a l'an prochain en salaire de base que 1 million, 055 000 dollars pour être précis. Donc c'est peut-être un peu plus abordable. Est-ce que toi, Arthur, tu le vois rester chez les Jets, ou est-ce que tu te dis finalement ils vont le renvoyer ailleurs, ou lui va pouvoir être tradé à un autre endroit? Pour l'instant, Robert Saleh a dit on va attendre la fin de la saison régulière et on fera le point pendant la off-season, parce qu'il y a eu des rumeurs pendant le moment, la semaine dernière, où il s'est fait bencher, qu'il pourrait aller dans une autre franchise dès là, cette fin de saison régulière, pour apprendre déjà dans une autre franchise avec un contrat rompu, etc., etc. Ça ne se fera pas. Ce sera fait pendant la off-season. Est-ce que pendant la off-season, tu les vois garder Zach Wilson ou s'en séparer? Après, il faut prendre en compte plusieurs points parce on en a parlé plus tôt, le fait qu'il n'ait pas pu apprendre d'Aaron Rodgers. Donc, soit ils vont décider de retenter une année avec lui derrière Aaron Rodgers pour qui cette fois-ci ne se pètera pas, je l'espère pour lui, pour apprendre, ou alors soit ils en ont marre, ils l'envoient ailleurs. Mais après, où ça? Qui voudrait Zach Wilson? C'est une bonne question. Parce que si quelqu'un veut Zach Wilson, à la limite, c'est pour un backup, pas plus, je pense. Ça peut être aussi pour faire la même chose, c'est-à-dire pour être derrière un quarterback bientôt à la retraite, et ou bientôt en fin de contrat, et pour qu'il apprenne, parce que effectivement cette franchise croit, comme les Jets, que s'il apprend un an derrière un quarterback, parce que ça Robert Saleh l'a dit aussi, que de toute façon Zach Wilson, lui il savait qu'il n'était pas prêt, qu'ils avaient fait Aaron Rodgers, pour lui faire apprendre quelque chose derrière un des grands quarterbacks de la dernière génération. Peut-être que d'autres franchises vont se dire, si on le met un an derrière un quarterback qui va lui apprendre le métier, entre guillemets, ça va peut-être pouvoir le lancer et il va peut-être pouvoir donner quelque chose, non, Seb? Ça te paraît incohérent, ce que je dis? Non, incohérent, non. Incohérent, non, pas du tout. Mais est-ce que le plan va fonctionner? Parce que, enfin, pour être très honnête, moi, ce qui m'inquiète pour lui, c'est que je vois pas quelle. Enfin, si, la marge de progression, précisément, elle est énorme. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'il peut y accéder? Parce que pour le moment, on n'a pas eu l'opportunité de voir s'il avait la possibilité de progresser. Si moi vraiment comme ça, à chaud, tu me demandais est-ce qu'il y a une progression, un retour en forme à espérer, je te répondrais non. Je te répondrais non, tellement ce qu'on voit depuis 3 ans, c'est triste. Après, effectivement, est-ce qu'un club peut lui offrir une opportunité de faire une année, voire deux, sur un banc, derrière un QB d'expérience, ou au moins un titulaire incontestable et solide? Pourquoi pas? Et je pense que lorsque la saison sera terminée, on pourrait avoir très rapidement une réponse là-dessus. Je vois deux possibilités. Soit effectivement, il se fait trader dès la fin de saison et il va retrouver un club, ou alors il va se faire cut purement et simplement, et peut-être qu'on réentendra parler de lui lors des camps d'entraînement ou en cours de saison prochaine, quand il y aura un club qui aura 2 quarterbacks à l'hôpital et qu'ils auront désespérément besoin de quelqu'un sur le terrain ou sur le banc. Je pense que ça va se passer comme ça pour lui. Après, les Jets étant plein de surprises, il sera peut-être encore dans l'effectif la saison prochaine, va savoir. Moi, je le vois bien une saison supplémentaire, une dernière saison pour apprendre d'Aaron Rodgers. S'il n'y a aucun résultat, il prend la porte en agent libre, je pense. Sachant que de toute façon, à la fin de la saison prochaine, il est en fin de contrat. Alors il y a une 5e option, mais bon, je pense que s'il donne pas satisfaction, ils vont pas de toute façon activer sa 5e option. Je les vois bien tenter une dernière année. Où il apprend d'Aaron Rodgers, et si les résultats ne sont pas là, il prend la porte en agent libre. Ça les ferait. Là, il va avoir sa place. Comment? Non, vas-y, Seb, si vous voulez dire quelque chose.
Bah, du coup, aux Jets aussi de faire comprendre à leur public que cette année aura été une année blanche. Ah oui, c'est ça. Ce qui est voilà, et c'est une notion dans le sport pro US qui est pas facile à faire passer, et en particulier au public new-yorkais, et encore plus au public des Jets qu'on s'est attaché à sa franchise. Ça va pas être facile à faire avaler, et je pense que Robert Saleh va falloir qu'il mange un peu. Je pense déjà qu'en conférence de presse, quand il soutenait bec et ongle Zach Wilson, il était déjà un petit peu obligé de manger son chapeau. Mais là, il va manger le chapeau, la casquette et le carton d'emballage. Hein. C'est vrai que c'est quand même, ouais, c'est resté dans son idée en fait. S'ils font ça, si en 2024 ils partent, j'ai envie de dire comme en 2023, c'est-à-dire Aaron Rodgers en 1 et Zach Wilson, bon, c'est vraiment que. Mais de toute façon, je pense que l'erreur de casting, elle est là parce que on est quand même à la 3e saison de Zach Wilson. Ça veut dire qu'il aura besoin d'apprendre sur une 4e saison, qui sera éventuellement sur une 5e saison. Ça veut dire aussi qu'il devrait lui reproposer un contrat puisqu'il sera agent libre s'ils n'activent pas la 5e année en option dès la fin de la saison 2024. Donc, pour le coup, ils vont être obligés potentiellement de se dire, on va peut-être devoir lui reproposer un contrat, alors même qu'on ne sait pas si en tant que quarterback titulaire, ça donnera quelque chose. Bref, ça me semble être, on est quand même vraiment parti sur une erreur de casting. Hein. Je pense que ça a bien le profil, hein, en tout cas, de l'erreur de casting, je pense. Mais l'avenir nous le dira. Peut-être que dans 5 ans, on reviendra totalement sur ce point de vue. Ce sera avec plaisir. On n'a rien contre les Jets, hein, donc il n'y a pas de souci. Si on s'est trompé, nous ferons un monde honorable. Il n'y a pas de souci. Les amis. Oui, vas-y, Arthur. Non, je rigolais juste, pardon. Ah, d'accord. On passe d'une franchise de New York à l'autre franchise de New York. Passage donc de Zach Wilson à Daniel Jones. Alors, j'entends déjà nos amis des Giants qui hurlent au loup en disant « Mais comment ça, Daniel Jones n'a pas raté sa saison ?» Calmez-vous, on n'a rien dit encore. On parle juste des quarterbacks qui ont emmené leur franchise dans les abîmes de la NFL. On n'a pas dit que tout était de la faute de Daniel Jones. Ne sortez pas vos cris d'orfraie au bout de 3 secondes. Ça ne sert à rien. J'entends déjà Yaya crier devant son poste. Donc tout va bien. On va bien le traiter, Daniel Jones. Ça va bien se passer. Calmez-vous. Alors, donc, Daniel Jones, notre ami quarterback des Giants, qui a donc re-signé un contrat, on va être obligé d'en parler, hein, je suis désolé. Hein. Le contrat de Daniel Jones, c'est inévitable. Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non pas qu'on ait envie d'émettre un jugement de valeur, parce que c'est pas qu'en fait, on s'est déjà pris la tête au moins 10 heures en interne chez TFA sur le contrat de Daniel Jones, ouais. On va devoir remettre une pièce dans la machine, et j'en suis navré. Mais c'est comme ça. Daniel Jones, c'est donc cette année un bilan de 1 victoire, 5 défaites, 67% de passes complétées, 2 touchdowns, 6 interceptions et 5,7 yards moyens gagnés par passe. J'ai envie de dire, mon cher Seb, pour commencer, ce mauvais début de saison, parce que le pauvre Daniel Jones est blessé depuis, est-ce que c'est la faute de Daniel Jones ou la faute de sa O-line ? On peut pas s'empêcher de penser tout de même à l'offensive line qui lui a quand même fait cadeau de 30 sacs en 6 matchs. Qui l'a envoyé à l'infirmerie. Je vous laisse faire le calcul. Et qui l'ont envoyé à l'infirmerie. Alors, je n'ai pas le nombre de hits, mais ça doit être monstrueux. Et pourtant, New York a tenté de faire ces dernières années, de faire des efforts sur cette ligne. On parlait d'erreur de casting. En 2020, ils draftent Andrew Thomas, et Andrew Thomas, ça marche du tonnerre. Je veux dire, c'est un excellent blind sign protecteur. Il a été second team All Pro la saison dernière. Donc, on se dit que tout va aller bien. En 2022, il draft le tackle Evan Neal d'Alabama. Et là, ça va être tout l'inverse. Evan Neal, bon, déjà, il va se disputer avec les fans des Giants. C'est magnifique, c'est toujours une très très bonne idée. Mais en plus, là, Evan Neal, au moment où on en est du championnat, il a laissé passer 59 hurries, 19 hits et 7 sacs. Donc, avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Et d'autant que à la draft, avant Neal, il y avait Charles Cross.
au même poste, qui fait le bonheur de Geno Smith à Seattle. Alors, une fois de plus, c'est des choses qui arrivent, mais en plus, il y a eu énormément de blessures. Et ce pauvre Daniel Jones, non seulement il n'est pas protégé, mais en plus, il n'est pas super bien entouré. Autour de lui, il a qui? Il a Saquon Barkley. Ok, pas de souci. Moi, en plus, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, Saquon Barkley. C'est ce type de running back à l'ancienne qui est dur au mal. Simplement, ben, ça se blesse. Et puis, en dehors de Saquon, ben, malheureusement, il n'a pas grand monde. Hein. Il a pas grand monde au niveau des receveurs ou des tights. Voilà, en tight, Darren Waller, ben, ça fonctionne plus. Hein, 384 yards en 36 réceptions et un touchdown. Et c'est le meilleur receveur de l'escouade. Oui, non, c'est sûr que il est pas Donc, armé autour de lui, ça c'est une certitude aussi. Hein. On peut lui reconnaître ça. C'est sûr qu'il n'y a pas, il a pas que des bonnes choses. Et c'est vrai que t'en parlais, Seb. Il y a ce côté pur de Daniel Jones. Il nous a fait une saison, si je dis pas de bêtises, complète ou à peu près complète. Je crois qu'il n'avait pas joué le dernier match contre Philadelphie, si je dis pas d'annerie. Voilà, on a eu une saison quasi complète. Mais sinon, c'est très rare en fait que Daniel Jones nous ait fait des saisons complètes depuis son arrivée chez les Giants. Il y a quand même un potentiel de blessure et avec une O-line aussi poreuse, forcément ça accroît le nombre. Enfin, tous les fans des Giants, et on en connaît pas mal chez TFA, pour vous dire qu'au bout de la semaine 2 ou de la semaine 3, ils avaient qu'une seule peur, enfin, ils avaient qu'une seule certitude plutôt, c'est que leur quarterback finisse dans une boîte avant la fin de la semaine 5 ou 6, quoi. Ils savaient qu'il allait finir à l'hôpital, c'était certain. C'était certain. Et ça a pas manqué d'ailleurs. et c'était, tu vois, et je suis en train justement, tu vois, pendant que tu nous présentais cela, j'ai retrouvé les stats de Jones la saison dernière. La saison dernière, effectivement, il a joué 16 matchs sur les 17. Il a encaissé 44 sacs en 16 matchs. Alors, c'est déjà considérable, Ça fait du 3 par match. 44 sacs, mais là, en 6, voilà. Mais là, en 6 matchs, il en a pris 30. Et l'année dernière, statistiquement, ça performe pas mal. Hein. 67% de complétion, plus de 3 milliards de lancés, 15 touchdowns, 5 interceptions. Un ratio plus que correct. Donc j'ai presque envie de dire qu'il a performé malgré la protection qui lui était offerte. Mais 44 yards, c'était déjà pas folichon. Là, il était, il était en route, pour les 70, hein, le pauvre. Bon, de toute façon, Donc, on est tous d'accord que on va pas faire l'avenir de Daniel Jones parce que Arthur, t'es d'accord avec moi, Daniel Jones, Ah oui. l'avenir c'est les Giants. Vu le Oui, de toute contrat façon, en qu'il a plus, signé, même si vous voulez s'en séparer, Ouais. le gros contrat, il bloque. Ça, c'est une certitude, mais je vois pas pourquoi ils s'en séparaient. Là, le gros problème, c'est l'O-line, on en a parlé là pendant longtemps. Et le pauvre. Le pauvre. alors on rappelle son contrat. Est-ce qu'on rappelle son contrat ou pas? C'est la peine de rappeler son contrat? Allez. Allez, vas-y. Mais oui, mais rappelle le contrat. Vas-y, rappelle le Allons-y. contrat. Un contrat. Alors, je parle en contrat total, hein, donc c'est-à-dire avec la monnaie garantie, les bonus à la signature, c'est 160 millions sur 4 ans. Ce qui est pas mal quand même. Hein. Oui, Un je sais pas. petit, Je dis pas un non. petit pécule. On va pas, voilà. Alors, il y a un potentiel out au bout de 2 ans. Hein, en 2005, il est garanti que sur 2 ans, hein, son contrat. Donc, il y a 82 millions sur les 2 premières années. Et ensuite, bon, il y a des petites restructurations possibles. Voilà, la question c'est, alors je sais qu'Yaya nous dira ils n'avaient pas le choix. Seb, est-ce qu'il devait lui proposer un aussi gros contrat à l'intersaison? Moi, je pense que le souci, c'est que justement, en plus des problèmes que la franchise rencontre offensivement, ce gros contrat, c'est la goutte d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Que tu aies un QB, alors malgré toutes les circonstances atténuantes qu'il peut avoir, que tu aies un QB qui sous-performe alors qu'un contrat pareil lui a été offert, c'est compréhensible qu'au niveau du public, ça ne passe absolument pas. Est-ce qu'ils étaient obligés? Est-ce que le marché? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Avec des si, on mettrait pareil en bouteille. Moi, j'aurais tendance à penser que ça faisait
beaucoup pour un quarterback qui, au final, n'a pas eu tant de saisons que cela réellement probantes. Ah oui, Vois-tu? oui. Bah, c'était un risque parce que certains disent ce contrat il a été offert sur sa grosse saison de l'an dernier. C'est clairement ça y a Mm. contribué, mais là-dessus, Oui. en toute sincérité, je vais pas mettre la faute sur les Giants. T'as un joueur qui avait donc 25 ans, qui te sort une très bonne saison. Tu t'as rappelé les chiffres tout à l'heure, Seb. Il sort une très Mhm. bonne saison. Tu te dis bon, bah c'est qu'il est arrivé à une certaine maturité. Tu lui offres un contrat qui t'amène avec lui jusqu'à tes 30 ans. Tu sais qu'il se sent bien dans le système offensif qui est mis en place. Enfin, ça semble logique. Tu te dis, il y a toutes les pièces pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, Daniel Jones, il aurait emmené les Giants au niveau, je vais dire, des Cowboys, par exemple, en FCS, on dirait, bah, ils ont bien fait. Exactement. Donc voilà. Ça, c'est forcément nous l'histoire du contrat, on le voit sous le prisme de la saison est un peu ratée. Donc Mm. forcément, mais si ça se trouve l'an prochain, il nous fait une très grosse saison, on n'en sait rien. Et dans ce cas-là, on se dira bah ils ont bien fait. Donc Non, mais oui, bah, on c'est fait surtout toujours le les problèmes facteur du contrat. qu'il a performé. Les Giants ont été en playoff, même au tour de division la saison Ouais. dernière. Je pense qu'ils veulent sécuriser quand même un minimum le futur dans la franchise. Et bah, Daniel Jones, il semblait être un bon personnage pour les représenter. Et donc, du coup, forcément, ils ont sorti un petit peu le porte-monnaie. Donc, c'est peut-être pas le meilleur quarterback de la NFL moderne. Mais en tout cas, je pense sincèrement qu'il fait le travail à New York. Il faut juste que, bon, forcément, la ligne offensive s'améliore. Et après, il faut voir quand il a une meilleure ligne offensive ce qu'il peut faire et des meilleures armes surtout aussi. Et Et ça voilà, va. va surtout falloir lui offrir des meilleures armes parce que on sait que Saquon Barkley, il n'est pas content en ce moment et que il pourrait bien se produire que l'année prochaine, soit il parte, ou alors s'il est, je ne sais pas s'il peut être à nouveau tagué. Est-ce qu'il a été tagué la saison dernière? Est-ce qu'il l'avait déjà été par le passé? Je ne sais plus. Je Euh, crois pas, mais je veux pas dire de Moi, bêtises. Bon, voilà, il on me va laisser en semble pas, suspens mais cette question. voilà. Je pense que s'il devait être à nouveau tagué cette saison, Barclay, cette fois, il restera assis chez lui jusqu'à ce qu'on lui propose un contrat ou qu'on le laisse partir. Mais puisqu'il l'a déclaré récemment, il a été très sympa, très gentil cette saison. Mais vu les résultats, vu l'état de la franchise, pas sûr qu'il le soit la saison prochaine. Et alors si en plus il doit se priver de Saquon Barkley, il va plus lui rester grand-chose à Daniel Jones. Alors, le général manager des Giants a dit que ils allaient travailler quand même pendant l'off-season sur le cas du quarterback avec possiblement, alors ça veut pas dire remplacer Daniel Jones, hein, qu'on soit d'accord, mais au moins amener des solutions crédibles au niveau du banc sans vouloir faire offense à notre ami Tommy DeVito, mais essayer de ramener peut-être un quarterback, un backup. Comment oserais-je dire, avec plus De métier. d'expérience, un Voilà. backup qui puisse prendre, voilà, qui puisse prendre, même un backup justement de métier, quelqu'un qui a été peut-être backup très longtemps dans sa carrière, mais qui peut venir combler si jamais Daniel Jones a besoin de souffler un match ou a besoin de sortir ou voilà, pour éviter les grosses blessures. Visiblement, ils ont pour un objectif de renforcer un peu la chambre de quarterback des Giants et pourquoi pas d'apporter même éventuellement un peu de concurrence aussi à Daniel Jones, parce que bon, encore une fois, sans faire offense à personne, c'est pas avec Tyrod Taylor ou Tommy DeVito qui doivent se sentir beaucoup menacés. Certes, certes. Mais c'est vrai que ça peut être un angle d'amélioration, mais il faudra entourer ces personnes-là. Bien, ça c'était le cas Daniel Jones soufflé, nos amis des Giants. On en a terminé avec Daniel. On le laisse tranquille et on lui souhaite un très très bon rétablissement. Comme à tous les quarterbacks blessés, et Dieu sait s'il y en a cette saison, des quarterbacks blessés. C'est absolument l'hécatombe du côté de la NFL. Mais bon, hein, il paraît que c'est cette saison, c'est comme ça. Et le pauvre Arthur en sait quelque chose. Pour l'instant, du côté des 49ers, on passe entre les coups à peu près. Ah, pour Ça une va, fois n'est pas coutume. je touche du bois. Une fois n'est Bon, pas coutume. ça nous change, Ouais. ça nous change, si tu veux. C'est ça. Voilà, on va dire que c'est pas dans les habitudes de la maison, quoi. Voilà. Un dernier cas qui est intéressant, et après on aura une petite question bonus en dehors des quarterbacks qui ont sous-performé, parce que lui il a performé, mais c'est son équipe qui performe pas.
On revient à nos quarterbacks sûrement cette saison. Lui, il a été benché indéfiniment. C'est Ryan Tannehill du côté des Texans, n'importe quoi. Du côté des Titans du Tennessee. C'est la même division que les Texans, mais c'est pas la même équipe. Du côté des Titans, donc Ryan Tannehill, qui nous a fait une saison. Alors, cette possibilité de le bencher à la mi-saison, on en avait parlé dans la preview de la FC Sud qu'on avait fait, parce qu'on avait vu Will Levis sélectionné au 2e tour de la draft, on s'était dit, est-ce que si ça part en eau de boudin, cette affaire, est-ce que Ryan Tannehill va pas être, entre guillemets, sacrifié pour que on tente quelque chose pour l'avenir de la franchise? C'est ce qui s'est passé. Il n'en reste pas moins que le cas de Tannehill est quand même particulièrement problématique. Qu'est-ce qui lui a manqué cette saison, Arthur, à Ryan Tannehill? Je pense déjà, ça remonte pas à cette saison, le downfall, j'ai envie de dire, de Tannehill, parce que ça a déjà commencé la saison dernière avec l'écroulement des Titans en saison régulière, alors qu'ils étaient pourtant favoris et en première place de la FC Sud. Et là, c'est pas au niveau des armes qu'il a à disposition, parce qu'il en a quand même des pas mal. Il a notamment DeAndre Hopkins pardon, je sèche, en receveur. Mais oui. Et après, le monsieur ne se fait pas tout jeune. Peut-être que c'est l'âge qui commence à peser, même si j'ai quand même de sérieux doutes. Mais il faut bien croire que Ryan Tannehill, c'est plus le quarterback qu'il était avant. Après, sur les défaites de deuxième partie de saison, il faut rappeler aussi, et c'est aussi le cas cette année, que Ryan Tannehill s'était blessé en milieu de saison dernière. Alors il était revenu, en deuxième partie de saison, mais il avait manqué par exemple les 3 derniers matchs de la saison. Dans le sprint final, il n'était pas là, Ryan Tannehill, notamment dans le dernier match qui avait opposé les Titans aux Jaguars, si je dis pas de bêtises, dans une espèce de finale AFC Sud l'an dernier. Oui, Ça n'était pas Ryan Tannehill sur le terrain. Seb, Tannehill, il est plus sous contrat à la fin de la saison. Il peut être free agent à la fin de l'année. Est-ce que à 35 ans, bientôt 36 la saison prochaine, tu penses qu'il peut encore rebondir ailleurs, ou est-ce que c'est potentiellement la fin de sa carrière? Je pense que c'est un peu tôt pour parler de fin de carrière de la part de Ryan Tannehill. Certes, je suis abondé dans un certain sens avec Arthur, c'est plus que c'était. Néanmoins, c'est un QB d'expérience de 35 ans. Je pense que ce serait compliqué pour lui de prétendre à un poste de starter, mais je suis absolument persuadé qu'il y a plein de clubs qui seront ravis de l'accueillir en tant que backup et en tant que assurance tout risque, entre guillemets, si le jeune quarterback prodige qu'on a drafté il y a 2 ans ou cette année venait à se blesser. Moi, je suis assez confiant sur ce point-là. Et des endroits où il pourrait rebondir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y en a. Est-ce que, tiens, on parlait des Jets, s'ils se débarrassaient de Zach Wilson, est-ce que, les Jets, ils prendraient pas un Ryan Tannehill en backup, au cas où, le tendon d'Achille d'Aaron Rodgers soit pas, si solide que ça? Pourquoi Pourquoi pas les pas, Falcons aussi? pourquoi pas les Falcons, qui ont eu des petites hésitations ces derniers temps, au poste de quarterback et qui se sont, rendus compte qu'entre Heinicke et Reader, c'était kiff kiff Bézef et qu'il valait peut-être mieux, garder le plus jeune, en fait, sur les 2. Quid de Minnesota, qui sait pas trop, à mon avis, où ils vont aller en termes de quarterback parce que le l'Insanity Run de Josh Dobbs a l'air de se terminer un petit peu là. Moi, c'est le profil de joueur qui, encore pendant plusieurs années, va se trouver une place sur un banc dans une franchise. Pour toi aussi, Arthur, c'est pareil, pas de fin de carrière tout de suite pour Tannehill, ou tu le mets à la retraite à la fin de la saison? Non, il a encore quelques années. Je pense que ça peut être un beau backup de luxe. Il peut, je pense aussi, on en avait parlé avant, servir de, j'ai envie de dire, entre guillemets, mentor à un plus jeune quarterback. Mmh. Puis après, il aura fait son temps et voilà. Mais pour l'instant, non, je pense qu'il a encore une place dans la NFL aujourd'hui.
Très bien. Bon, bah, on est optimiste, Ryan. Si tu as des CV à envoyer, il devrait y avoir des franchises intéressées. N'hésite pas, balance ton CV, Ryan. Si on peut faire un truc pour toi. Après, on sera ravis de l'accueillir dans un de nos podcasts s'il devient free agent. Hein. Ouais, On lui fera une place exactement. dans l'équipe. On Il n'y dirait a pas pas non. de... Nous, on est comme ça. Nous, on est dans le partage, dans l'amitié. On est comme ça. Ça se passe comme ça chez TF1. Les amis, un dernier cas qu'on va aborder, mais celui-là, il s'est pas raté hein, cette saison, parce qu'après on va avoir des réactions sur les réseaux sociaux. Oh là là, ils ont dit que Justin Herbert était un quarterback de l'angoisse. Non, 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 lui il est hors catégorie. On a fini avec le QB de l'angoisse. Là, on part sur un autre QB. Lui, il a une équipe et notamment une défense angoissante. Euh, la question, je sais que tu l'aimes beaucoup en plus, Seb, Justin Mm. Herbert, et c'est vrai, c'est sincère. Est-ce que Justin Herbert peut réussir chez les Chargers? Justin Herbert, il peut réussir chez les Chargers, mais pas avec ce coaching staff. Enfin, le problème, on peut faire des reproches à Justin Herbert. C'est vrai que on peut lui reprocher de pas être clutch, de craquer sous la pression. Bon, effectivement, en carrière, il a fait 55 matchs et sur ces 55 matchs, t'en as 39 qui se sont disputés par un score ou moins. Et sur ces 39 matchs, c'est 18 victoires, 31 défaites. Donc peut-être qu'on peut se dire c'est un joueur qui ne tient pas la pression, etc. Mais il a évolué toute sa carrière avec des défenses qui se faisaient, pardonnez-moi le terme, mais qui se faisaient démonter. Et cette année, elle déroge pas à la règle. Elle prend plus de 23 pions par match, cette défense, alors que dans l'effectif, il y a Joey Bosa, qui est blessé actuellement, il y a Khalil Mack, il y a Asante Samuel et que le coach actuel, Brandon Staley, c'est censé être un spécialiste de la défense. Censé. Euh, c'est quand même l'ex-défensif coordinateur des Rams et qui était la meilleure défense de la ligue en 2020. Faut surtout pas l'oublier. Et, et que ce système mis en place aux Chargers, ça fonctionne pas. Il faut imaginer un petit peu la pression que ça met sur une offense et sur un QB d'avoir à jouer avec une défense qui potentiellement peut te trouer ton match pendant que ton attaque, elle performe. Parce que ça met des points, faut pas oublier que ça met des points au tableau d'affichage. Hein. Los Angeles, ça met 24 points et demi, c'est la 8e meilleure attaque de la ligue en termes de scoring. On parle d'une attaque top 10. Tu as une attaque top 10 et tu as une défense qui est pas capable d'empêcher les adversaires de marquer moins de 25 points quand toi tu en marques 24. Faut imaginer le cauchemar que ça peut être. Une des illustrations, c'est quand même l'année dernière en playoff où la défense, elle, s'effondre face à Jacksonville alors qu'ils ont 27 points d'avance. Ouais. Je me précise parce qu'on l'a donné pour tous les autres quarterbacks, les stats de Justin Herbert cette saison. C'est donc 4 victoires, 7 défaites, 66% de passes complétées, un petit peu plus 66,2 pour être tout à fait exact, 20 touchdowns, 6 interceptions, 2826 yards à la passe, 7 yards par passe tentée. Et je rajouterai avec ça que notre ami Keenan Allen est actuellement le deuxième meilleur receveur de la ligue derrière Tyreek Hill en nombre de yards. Donc autant dire, mon cher Arthur, que c'est pas vraiment l'attaque qui pêche. Non, non, Seb, il a tout dit, c'est la défense qui pêche énormément dans cette franchise. Et quand tu as un head coach type et défense qui n'arrive pas à faire fonctionner une défense, c'est inquiétant. Et en plus, quand Brandon Staley vient dire que les Chargers peuvent encore jouer les playoffs malgré leur bilan de 4-7, c'est quand même très optimiste, mais ça, c'est un autre débat. Donc, pour répondre à ta question directement, les Chargers d'aujourd'hui, sous Brandon Staley, ont besoin de Justin Herbert, mais je ne sais pas si lui doit vraiment, il mérite vraiment cette équipe sous Brandon Staley. Je précise, attention. Parce que si on change de coaching, peut-être que ce sera mieux, peut-être pas d'ailleurs. Mais à l'heure actuelle des choses, j'ai envie de dire que c'est un potentiel gâché un potentiel gâché. Parce qu'on on voit qu'il est bon. L'attaque, on voit qu'elle est bonne, mais c'est la défense qui pêche et qui fait perdre des matchs. Le bilan de 4-7, c'est pas forcément à cause de l'attaque. Il a 25 ans, Justin Herbert. Seb, dernière question sur lui. Est-ce que vraiment les Chargers sont pas en train de lui gâcher les plus beaux moments de sa carrière?
Moi, je pense qu'ils sont en train de gâcher ses meilleures années en tant qu'athlète. Alors, certes, il est pas, attention, hein, il est pas non plus exempt de reproches, hein, Justin Oui, Herbert. Non, bien sûr, bien Effectivement, sûr. il y aurait il prend certaines décisions qui sont quand même discutables. Il y a des balles qui pourraient être plus précises que cela. Donc, attention, hein, ne mettons pas tout sur le dos de ses coéquipiers, en particulier de l'autre côté du ballon. Mais oui, de la façon dont la franchise est gérée sportivement, ils sont peut-être en train de gâcher ses meilleures années. Alors, est-ce que c'est la franchise qui doit faire un changement de coaching, et j'ai envie de dire encore, en ce qui concerne les Chargers, ou est-ce que c'est Justin Herbert qui doit changer d'air? Pas impossible qu'un jour, l'idée lui passe par la tête, hein. C'est effectivement pas impossible. Les amis, merci pour ce podcast. Juste avant qu'on referme, on va donner comme d'habitude le programme de cette 13e semaine de compétition. Plan qu'à 17h30, vous retrouverez dimanche le tailgate avec Yaya et Seb notamment, qui reviendront sur tous les matchs de cette red zone. On commence donc dans la nuit de jeudi à vendredi avec les Cowboys de Dallas qui reçoivent les Seahawks de Seattle. Ce sera sur les antennes de beanSport. À 19h dimanche, les Patriots qui reçoivent les Chargers. On a parlé des deux ce soir. Et bien voilà, il y aura un duel. Alors entre Matt Jones et Justin Herbert, je suis pas certain. Justin Herbert, oui, Matt Jones, je suis vraiment pas sûr qu'il soit sur le terrain dimanche. Un autre duel intéressant entre les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Lions de Détroit. Les Jets de New York affronteront les Falcons d'Atlanta. Les Steelers de Pittsburgh recevront les Cardinals de l'Arizona. Les Titans seront opposés aux Colts dans un duel d'AFC Sud, les Commanders recevront les Dolphins et les Texans recevront les Broncos de Denver. Là, un choc très important pour éventuellement une place en wildcard de l'AFC. À 22h05, les Buccaneers reçoivent les Panthers dans un duel d'NFC Sud. Alors déjà, le duel d'NFC Sud, c'est quelque chose, mais entre les deux plus mauvaises équipes d'NFC Sud, je vous dis, si vous avez rien à faire à 22h05, branchez l'écran, hein, les gars. C'est le moment ou jamais. Ou alors, si vous êtes un peu moins aventureux, un peu moins risque tout, attendez 22h25 et le choc entre les Eagles de Philadelphie et les 49ers de San Francisco. On aura aussi à 22h25 les Rams face aux Browns. 2h20 pour le Sunday Night Football, ce sera les Packers qui recevront les Chiefs de Kansas City. Et enfin, on termine cette week 13, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15, avec la réception par les Jacksonville Jaguars des Bengals de Cincinnati. Voilà pour le programme complet de cette week 13. Merci beaucoup Seb, merci Arthur d'avoir été là pour ce podcast spécial quarterback en faillite, si j'ose dire. Et nous nous retrouvons très très vite sur les antennes de TFA. Merci à vous deux et à très très vite. Salut tout le monde. Ciao, bye. Bye bye.